Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous ? Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Mon invité du jour a un parcours impressionnant. Psychologue, hypnothérapeute, traumatologue, Evelyne Josse est cofondatrice de l'école belge d'hypnose et de thérapie brève. Spécialiste du deuil, elle est maître de conférences en psychologie à l'Université de Lorraine. Elle est également autrice de nombreux livres et a co-créé le forum Deuil et dimensions invisibles de la conscience, ainsi que la chaîne YouTube Résilience Psy que je vous conseille. Quand j'ai envisagé d'aborder le sujet des deuils compliqués pour mieux informer sur leurs spécificités et sur l'accompagnement qu'ils nécessitent, j'ai tout de suite pensé à Evelyne et à son expertise. Nous allons donc parler ensemble d'outils tels que l'EMDR et surtout de l'hypnose qu'Evelyne a développé de sorte à permettre des contacts induits avec les défunts. C'est un nouvel épisode qui s'annonce passionnant auquel je vous invite pas plus tard que maintenant. Bonne écoute. Bonjour Evelyne. Bonjour Gaëlle. Je suis ravie de faire cet épisode avec toi et j'ai une question rituelle qui permet aux auditrices et aux auditeurs et même à moi de mieux connaître mon invité. Alors la voici. Te souviens-tu de ton premier contact avec la mort et de l'empreinte qu'il a laissée sur toi ? Oui, alors c'était un petit moineau. Donc je devais avoir 4-5 ans, je venais de déménager à la campagne et un petit oiseau s'est fait croquer par un chat. On a réussi à sortir le petit oiseau de la bouche du chat, mais malheureusement dans les heures qui ont suivi, il est mort. J'ai pleuré toute la journée. Donc ça a été vraiment, je m'en souviens encore très très bien aujourd'hui, ça a été très douloureux pour moi, pour la petite fille qui réalisait ce que c'était la mort. Et puis le deuxième souvenir par rapport à un être humain, c'est mon arrière-grand-mère. Et là, je me souviens aussi très très bien, j'étais en train de sauter sur le lit. Ma mère était en train de refaire le lit, donc je jouais à faire du trampoline sur le lit. Et le téléphone a sonné, ma mère était répondre, elle était revenue avec une tête d'enterrement, c'est le cas de le dire. Et moi, je continue à rire et puis je lui ai demandé, mais est-ce qu'elle va mourir ? Parce qu'elle m'a dit que mon arrière-grand-mère était très malade et elle m'a dit oui, c'est possible, c'est très possible. Et là, j'ai arrêté de jouer et je me suis sentie très coupable en fait d'avoir, alors que ma mère revenait avec cette tête vraiment pas bien, de continuer à rigoler. Donc voilà, ça c'est les empreintes. On dit souvent que ces expériences, ces premières expériences sont fondatrices dans la manière dont on vit des deuils ultérieurs ou dans l'intérêt qu'on peut développer sur des sujets liés à la mort ou au deuil. Est-ce que tu as ce sentiment-là ? Non, peut-être pas. Je crois que ça, c'est plus ma vie professionnelle. J'ai commencé mes stages de dernière année de psycho avec les malades du sida à une époque où on n'avait pas de traitement. Donc les gens, effectivement, mouraient, et j'ai envie de dire mouraient comme des mouches. Et donc quand j'ai quitté d'ailleurs l'hôpital, j'avais plus de patients qui étaient décédés que de patients encore en vie. Et quelques années après, il y a l'homme que j'aimais qui s'est suicidé. Là, je pense que c'est ça, cette expérience marquante. Au niveau professionnel, j'ai d'emblée été confrontée au deuil. Alors là, c'était le deuil de sa propre vie, puisqu'on annonçait à des personnes qu'elles allaient mourir. On ne savait pas quand, mais en tout cas qu'on n'avait pas de traitement curatif. Et puis, voilà, au niveau de la vie personnelle, c'était ce suicide. Par rapport à ce vécu du deuil, on sait que chaque personne le vit à sa manière, il n'y a pas vraiment de durée spécifique, mais c'est vrai que pour la majorité des gens, dans notre société, je pense par manque d'information, le deuil c'est l'affaire de quelques mois avant de passer à autre chose, entre guillemets. Et ça crée souvent des incompréhensions, on voit bien le fossé qui peut se creuser entre la personne endeuillée et l'entourage, avec son lot d'isolement et même d'inquiétudes grandissantes parfois pour les proches.
qui comprennent pas cette souffrance qui peut durer parfois pendant plusieurs mois, plusieurs années. Alors pour nous y retrouver un petit peu, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est un deuil dit normal et ce qu'est un deuil qui se complique? Alors déjà, effectivement, la longueur du deuil n'est pas nécessairement un critère entre guillemets de complication d'un deuil. C'est clair que quand on perd un compagnon de vie, c'est normal de traîner son deuil pendant 2-3 ans. Et si c'est le deuil d'un enfant, c'est 4, 5, 6 ans, voire davantage. Donc un deuil normal, c'est assez c'est celui qui est vécu par la majorité des personnes, c'est le deuil le plus courant. Par des personnes qui vont bien dans leur vie, enfin où il n'y a rien de particulier, et je dirais un deuil qui se passe dans des conditions, j'ai envie de dire, attendues. Imaginons, Gaëlle, tu travailles, tu as une famille, un boulot qui te plaît, et ta grand-mère de 96 ans décède. Eh bien, probablement que tu vas faire un deuil normal, c'est-à-dire que tu peux être très triste, tu étais très proche de ta grand-mère, tu as passé beaucoup de vacances avec elle, mais au bout de quelques temps, ce chagrin va diminuer et même ce chagrin dans les premiers temps ne t'empêche pas d'être heureuse avec ton conjoint ou ta conjointe, avec tes enfants. Hein, c'est pas pour ça que tu perds le goût de vivre. Donc le deuil normal, c'est une situation classique d'une personne où le deuil est attendu et ne crée pas un effroi. Alors ce qu'on va appeler un deuil compliqué, c'est un deuil qui va se prolonger. Et je reviens à ce que je disais par rapport à la longueur du deuil, c'est que c'est très difficile de dire quand c'est un deuil normal ou un deuil compliqué, parce que justement, on a des deuils normaux qui peuvent être très longs. Donc la limite est quand même assez difficile à établir. Alors ce qui va faire qu'une personne va avoir un deuil compliqué, ça peut être sa fragilité, notamment une fragilité due à l'âge, par exemple les enfants, plus encore les adolescents. Donc les adolescents, c'est certainement ceux qui sont le plus à risque quand ils sont confrontés à un deuil d'un proche, d'un parent, d'un ami. Donc c'est la période la plus à risque, avec des comportements qui peuvent être des comportements dangereux de la part de l'adolescent. Donc c'est une période difficile. Les personnes âgées, plus une personne est âgée, déjà plus son monde se restreint, plus ses capacités à faire face à la vie peuvent être entamées. Et donc la perte évidemment d'un compagnon de toute une vie à 80 ou 90 ans, ça peut être compliqué. Et pire encore, c'est le deuil d'un enfant. Donc bien sûr un enfant adulte, c'est pour les personnes âgées le deuil le plus difficile. Puis tu peux avoir une fragilité qui est due à l'état physique d'une personne. Par exemple, une personne qui a un cancer, elle perd son compagnon, disons d'un arrêt cardiaque, eh bien, sa santé risque d'en prendre un coup. Elle a aussi déjà beaucoup d'énergie qui est mobilisée par rapport à sa santé, et donc mobiliser aussi énormément d'énergie pour un deuil, ça devient difficile. Donc ce sont des deuils généralement plus compliqués. Et même chose si la personne est plutôt en détresse morale. Par exemple, une personne qui est dépressive ou qui est anxieuse, ça n'aide pas évidemment pour le deuil. Donc, fragilité de l'endeuillé. Et puis aussi les circonstances. Donc, par exemple, si un enfant meurt, si un adolescent meurt, si un jeune meurt, c'est souvent des deuils pour l'entourage qui sont compliqués. Alors, on pense toujours aux enfants et aux jeunes, mais il y a aussi, par exemple, un futur parent. J'ai eu des patients dont le conjoint s'est tué en voiture ou en moto pendant la grossesse. Donc, on s'imagine bien que pour cette maman, cette future maman, vivre le deuil de son compagnon et en même temps accueillir un enfant, c'est des deuils qui peuvent être très compliqués. C'est aussi les deuils qui surviennent dans des situations qui ne permettent pas d'accomplir les rituels qui sont liés à la culture. Donc, je pense par exemple à tous les migrants, puisque dans certaines cultures, pour être tranquille avec les défunts, pour que les défunts ne viennent pas te réveiller la nuit et te chatouiller les pieds, en fait, tu dois les enterrer dans leur village natal, par exemple. Donc, ce n'est pas possible dans les contextes d'immigration. Et plus proche de nous, ça a été le Covid, où les personnes n'ont pas pu, avant la mort, c'est-à-dire accompagner le mourant, et après la mort, faire les funérailles telles qu'ils le désiraient. Ça complique aussi pas mal les deuils.
Autre chose qui peut compliquer les deuils, c'est des conditions même du décès, hein, quand ce sont des deuils tragiques, des deuils inopinés, inattendus. Par exemple, une jeune femme de 25 ans, elle se baisse pour lasser ses chaussures et elle tomberait de morte. Rupture d'anévrisme, c'est complètement inattendu. Ce sont des décès qui sont plus difficiles après pour l'entourage. Aussi, tous les deuils qui suivent un suicide, par exemple. Pour l'entourage, c'est très culpabilisant, un suicide. Et les personnes, même s'il n'y a pas de raison, se sentent généralement coupables ou un sentiment d'illégitimité pour les parents. Hein. J'ai pas été un bon parent, hein, donc je suis illégitime comme parent. Ça complique très très fort les deuils. Et puis tout ce qui va survenir dans des conditions violentes. On pense évidemment ici à des agressions en rue où parfois les personnes malheureusement décèdent, et bien sûr aux attentats terroristes. Disons que ça, c'est fragilité de l'endeuillé, les circonstances inhabituelles et les circonstances tragiques du décès, ce sont les facteurs qui vont le plus souvent compliquer le deuil. Il y a souvent confusion entre le deuil prolongé, le deuil compliqué ou encore le deuil pathologique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les différences? Alors, deuil prolongé et deuil compliqué, on va les mettre ensemble parce qu'il y a plusieurs formes, de mon point de vue en tout cas, de deuil compliqué, et le deuil prolongé est une de ces formes. D'accord. Donc, nous reste la distinction entre deuil compliqué et deuil pathologique. Le deuil compliqué a un déroulement inhabituel, donc il est plus long ou plus intense. Il ne se résout pas. Donc, par exemple, la personne, même après de nombreuses années, ne prend toujours pas plaisir dans son quotidien, ne parvient pas à se projeter positivement dans le futur, ne parvient pas éventuellement à assumer les tâches qui lui incombent de par ses rôles sociaux, par exemple, ne parvient pas à s'occuper de ses enfants, de ses enfants en vie, ne travaille pas, ne parvient pas à reprendre une activité professionnelle ou ses activités de loisirs, ne retrouve pas son réseau social. Alors souvent, évidemment, il y a un tri qui se fait au niveau du réseau social parce que, on l'a dit, les gens ne sont pas toujours très adéquats par rapport au deuil, et donc il y a souvent un tri qui se fait dans les amis, mais il y en a qui restent malgré tout, et donc les personnes qui n'ont toujours pas ces talents à retrouver du lien social. Donc ça, c'est souvent ce qui va se passer. Il y a d'autres types de deuil compliqué, on pourra en parler, mais donc disons qu'il n'y a pas de trouble mental caractérisé. C'est-à-dire que oui, la personne nous paraît plutôt dépressive ou plutôt dans le déni, mais son fonctionnement, je dirais, ne dénote pas grandement d'un comportement normal. C'est très différent d'un deuil pathologique où là, la personne va vraiment développer un trouble mental, un trouble psychiatrique. Par exemple, elle va commencer à délirer, à raconter que c'est elle qui a tué la personne, alors que la personne est morte dans un hôpital, suivie par des médecins, etc. Ou des personnes qui vont dire que c'est le personnel médical qui a tué le proche, alors que ça n'est pas du tout le cas. Donc on va avoir vraiment des troubles qui vont souvent amener les personnes à rencontrer un psychiatre, voire à être hospitalisées en psychiatrie. Donc nous, en tant qu'entourage, on peut être très choqué, très perturbé par ce type de deuil pathologique, mais en général, on n'aura pas trop à s'en occuper dans la mesure où des professionnels de la santé mentale et de la santé vont s'en occuper parce que ce sont des personnes qui nécessitent souvent des soins plus experts. D'accord. Et tu disais tout à l'heure que les chocs traumatiques pouvaient générer un deuil compliqué. Est-ce que c'est systématique ? Non, ce n'est pas systématique s'il n'y a pas trauma, parce qu'en fait, trauma, c'est toujours une interprétation que nous avons d'une situation. Donc, une situation, oui, elle peut être traumatique en soi, mais la personne la perçoit plus ou moins comme traumatique. Il faut quand même être honnête. Si je prends le cas de la dame, le compagnon s'est mis devant elle pour la protéger pendant les attentats, lui est mort et elle est vivante. Je pense que on peut dire que dans ce type de situation, on aura et un deuil et un trauma.
Ce qui est compliqué quand on a un deuil et un trauma, c'est que ce sont bien sûr des souffrances qui peuvent se ressembler sur beaucoup de choses, mais qui se distinguent aussi sur quelque chose d'essentiel. Quand quelqu'un est mort, on a envie d'y penser, on a envie de se rapprocher. Alors, pour certaines personnes, pour d'autres, elles vont être plutôt dans la fuite, dans l'hyperactivité pour surtout pas penser. Mais un grand nombre de personnes sont dans une phase qu'on appelle la phase de recherche, où elles vont vraiment attendre le coup de fil et puis se dire ah ben non, il peut plus m'appeler, ou aller dans la rue, reconnaître la silhouette, ou parfois dormir avec le t-shirt de la personne, ou écouter sa messagerie. Donc on est dans un rapprochement par rapport au défunt, alors que quand on a une image traumatique de son décès, on est plutôt en train de repousser cette image parce que s'imaginer la personne qui se fait abattre par une Kalachnikov, je pense aussi au suicide, des personnes qui retrouvent la personne pendue ou la personne qui s'est tiré une balle dans la tête. Ces images traumatiques font qu'on a envie de les repousser. Donc le deuil nous donne envie de nous rapprocher et le trauma de nous écarter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les deuils post-traumatiques. Ce sont des deuils qui interviennent dans des situations traumatiques. Et puis, il y a aussi une autre forme de deuil qui a à voir avec le trauma qu'on appelle le deuil, enfin que moi j'appelle en tout cas le deuil traumatogène. Les termes que j'utilise ne sont pas nécessairement des termes qui sont reconnus. Enfin, dans cette matière de deuil, il n'y a pas, à part le deuil prolongé maintenant qui vient d'être reconnu par des instances, je dirais, il n'y a pas de terme vraiment précis que tout le monde utiliserait. Et donc, ce que moi j'appelle le deuil traumatogène, c'est pas un deuil qui s'est passé dans des conditions traumatiques, c'est quand la perte elle-même est traumatique. C'est-à-dire le fait de perdre quelqu'un, c'est ça le trauma. Et cette perte traumatogène, elle engendre quoi comme singularité, comme spécificité dans le deuil qui suit ? Alors, ça intervient souvent quand même chez des personnes qui ont ce qu'on appelle un trouble de l'attachement, c'est-à-dire des personnes qui, dans leur enfance, n'ont pas reçu de leurs parents la sécurité affective, soit que leurs parents étaient violents, soit que c'était des agresseurs sexuels. Alors parfois c'est moins violent que ça peut être des personnes qui avaient des troubles mentaux, ou des dépressions, ou de l'alcoolisme, et donc qui ne s'occupaient pas de leurs enfants, et donc ces enfants n'ont pas réussi à construire cet attachement sécure. Donc quand ils réussissent plus tard à construire un attachement sécure avec quelqu'un, quand cette personne décède, eh bien c'est le petit enfant qui est là en eux qui va réagir. Alors, je vais quand même dire ça parce que ça me semble important. Pour les enfants, j'ai envie de dire que tous les deuils sont potentiellement traumatogènes, parce qu'un petit enfant ne sait pas ce que c'est la mort. Et même quand il comprend que quand on meurt, on ne revient pas, il ne sait pas que tout le monde meurt. Il pense d'abord que ce sont les vieilles personnes. Et puis il se rend compte que ses parents aussi peuvent mourir. Et puis que lui aussi peut mourir. Et donc ça, c'est accompli, ce cycle complet pour comprendre le concept de deuil vers 6-7 ans. Et donc, ce qui est l'équivalent de la confrontation à la mort pour l'enfant, c'est la séparation. Donc, forcément, je dirais que pour un enfant, bien comme la séparation, comme la perte est vraiment ce qu'il y a de pire, bien on peut dire que pour eux, c'est traumatogène. Et je veux faire une exception par rapport à ça aussi, c'est les adultes qui peuvent avoir eu un bon attachement étant enfant, mais qui perdent un enfant. Je pense que la relation même parent-enfant, de cet enfant qui est dépendant d'eux, eh bien fait que à la mort d'un enfant, effectivement, on peut avoir un deuil traumatogène sans que la personne n'ait de troubles mentaux, de fragilité de départ. Alors ce deuil, il va souvent être très très profond et il va se marquer par des sentiments très forts d'abandon, par l'impression d'avoir perdu une partie de soi, que la vie pourra jamais plus être la même parce qu'on est amputé, mais que la vie n'a plus de sens. Donc c'est souvent des deuils qui sont accompagnés de dépressions extrêmement profondes, parfois aussi avec des comportements très régressifs. Par exemple, la personne ne sait plus comment s'habiller le matin, elle doit demander conseil à quelqu'un, ne sait plus faire à manger alors qu'elle a toujours cuisiné pour la famille. Et donc on peut avoir des comportements presque infantiles comme ça, de personnes qui se recroquevillent, avec des deuils qui peuvent durer vraiment très longtemps. Merci de ces précisions.
Donc ça peut aller jusqu'à ne plus se laver, ne plus prendre soin de soi. Est-ce que ça peut aller jusque-là? Tout à fait. Et donc c'est quelque chose qui doit alerter, hein. Bon, quand on vient de perdre un enfant, je crois qu'il faut s'alerter de rien. C'est-à-dire il faut être présent, mais euh, même les réactions les plus fortes et les plus extrêmes peuvent être normales quand la douleur est celle de la perte d'un enfant. Mais si ça perdure, si effectivement la personne ne prend pas soin d'elle physiquement, ne s'alimente plus, ne se lave plus, les papiers aussi administratifs qui vont s'accumuler, là c'est quand même un indice que quelque chose ne va vraiment pas si ça perdure sur plusieurs mois, plusieurs années. Et surtout si cette personne est aussi parent, on va pouvoir le voir avec des enfants qui vont être complètement, le terme est parentifié, c'est-à-dire que les enfants deviennent les parents de leurs enfants. Par exemple, quand j'ai cité l'exemple de s'habiller, c'est une de mes patientes qui devait dire à sa maman comment s'habiller, quoi, parce que le matin c'était redevenu une petite fille. Et donc une petite fille peut devenir la maman de sa maman, parce que sa mère est vraiment au fond du trou. Ce qui est difficile pour les proches, c'est de détecter à partir de quand le deuil se complique. Parce qu'en fait, ce comportement-là, il peut exister pendant les premiers mois, voire les premières années, sans que le deuil soit significativement compliqué, me semble-t-il. Donc, comment est-ce que la famille, les amis, les proches, les accompagnants, pourquoi pas, comment est-ce que on peut se dire, ah là, il y a vraiment un souci, comment ça se détecte? Oui, c'est compliqué. Je pense que pour ça, il faut déjà être proche de la personne endeuillée. Il faut continuer à être proche parce que la difficulté aussi pour l'entourage, c'est qu'une personne qui est vraiment dans un deuil très profond va toujours refuser tout. Tu veux venir manger à la maison? Non. Tu veux que je vienne manger chez toi? Je ferai à manger moi-même? Mais non. Et je crois qu'il faut continuer. C'est-à-dire que même si nos propositions sont refusées, je crois qu'il faut continuer à être présent. Donc déjà, cette présence, elle va permettre une sorte de monitoring, voir si vraiment tout est bloqué. Un deuil, il faut vraiment l'imaginer comme une marée montante. Alors, en fait, chaque vague qui monte va un peu plus loin que la précédente, mais il y a des retours en arrière. Une marée, c'est pas quelque chose de fixe, c'est pas quelque chose qui avance de façon linéaire. C'est la même chose pour le deuil, c'est-à-dire que moi, je m'inquiète pas s'il y a des avancées et des retours. Là, ça veut dire que ça bouge. Donc, même si les reculs peuvent être impressionnants et très angoissants pour l'entourage, je pense que là, on peut se dire qu'il y a un processus qui est en cours. Ce qui doit alerter, c'est le discours de la personne, notamment sur sa culpabilité. Je suis coupable. Alors ça peut être une responsabilité, et on confond souvent culpabilité et responsabilité. Par exemple, j'ai eu un accident, mon frère est mort, moi je suis sortie indemne, donc je suis coupable de sa mort. Parce que ça, c'est quand même souvent des deuils compliqués, mais qui peuvent amener à des tentatives de suicide, par exemple, ou à des idées suicidaires. Des sentiments d'illégitimité. Mon fils s'est suicidé, c'est donc que je ne suis pas capable d'être un bon parent, donc je laisse complètement mes autres enfants à l'abandon, puisque comme je ne suis pas capable d'être parent, je ne suis pas tout ce que je vais faire avec mes enfants vivants, ça va être nul, donc je le fais pas. Donc tous ces sentiments très forts et qui sont à risque aussi de passage à l'acte, donc suicidaire. Si une personne n'a pas de réseau social, je crois que ça va pas aider sur le long terme. Donc, c'est vrai, on a dit, toutes ces choses-là peuvent être normales dans un premier temps, mais si ça perdure, la personne n'aura pas de bouée de secours non plus, au moment où elle sera en mesure de l'apprendre. Les personnes pour qui on sent vraiment qu'il n'y a plus de sens à la vie et que ça perdure, bon, comme on a dit, avec des enfants, avec un conjoint, ça peut prendre quelques mois, quelques années, mais quand on voit que rien ne bouge et qu'en plus il y a une perte de sens, je pense que ça, on doit être vraiment très attentif. Toutes les situations où la personne met sa vie en danger. Donc, les idées suicidaires, on entend parfois dire, oui, ceux qui en parlent, c'est un appel à l'aide, mais ils ne passent pas à l'acte, c'est tout le contraire, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'en parlent pas et qui passent à l'acte, mais la plupart des personnes qui se suicident ont évoqué des idées suicidaires.
Les personnes effectivement qui ne prennent plus soin d'elles, qui se lavent plus, là je pense que c'est important quand même d'intervenir après quelques semaines ou quelques mois. Les personnes qui ont des conduites suicidaires, parce que moi j'appelle les conduites suicidaires, par exemple des virages alcooliques, des personnes qui buvaient comme n'importe qui, un verre de temps en temps, mais qui là commencent à boire beaucoup et que ça dure. Parce que là, en plus, on sait qu'on va tomber dans des addictions et qu'après, ça va être compliqué de s'en sortir. Alors, ça peut être l'alcool, mais ça peut être aussi la drogue. Donc, ça, c'est aussi une mise en danger. Les mises en danger aussi qu'on a parfois, c'est des personnes qui vont, par exemple, conduire de façon très rapidement, prendre des risques, alors que c'est pas la personne qu'on a connue avant le deuil. Donc, c'est ça qui doit aussi dénoter. Donc ça, je pense que si ça dure plus que quelques semaines ou quelques mois, ça doit alerter et on doit, c'est se montrer très très présent par rapport à ce type de personnes et tenter quand même de les amener à prendre soin d'elles au niveau psychologique. Alors certaines personnes ne veulent pas voir un thérapeute, ça peut à ce moment-là être de voir si elles seraient d'accord de voir un art thérapeute ou de l'amener vers quelque chose de plus spirituel. Ça peut être aussi de la méditation, du yoga. Ça peut être, de la soutenir à avoir un projet d'écriture, par exemple. Par exemple, il y a plusieurs des mamans qui ont perdu un enfant qui était parti pour Daesh, parce que j'ai eu l'occasion d'animer des ateliers avec des mamans qui avaient perdu un enfant dans le djihad. Il y en a plusieurs qui ont écrit des livres. Et parfois, ça peut être dans un atelier d'écriture qu'on peut faire ça. Donc, c'est pas toujours que le psy. Il y a d'autres façons de venir aider une personne en deuil, de lui conseiller. Mais évidemment, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est le psy, mais peut-être élargir le spectre des possibles d'expression de soi, en fait. Voilà. Dans les groupes de parole, par exemple, aussi, les associations qui tournent autour du deuil, c'est des choses qui peuvent vraiment être aidantes. Conseiller des bouquins. Ou des reportages qu'on a vus qui pourraient peut-être aider la personne. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que il y a certaines phases du deuil quand les personnes sont vraiment dans le repli, elles refusent tout ce qu'on leur propose. Mais dites-vous bien qu'elles ne vont jamais oublier tout ce que vous avez fait pour elles. Oui, la fameuse main tendue. Voilà, c'est quelque chose qui va rester plus tard, plusieurs années après. En fait, ça va créer comme une sorte de maillage. La personne va peut-être pas s'en rendre compte au moment où elle est vraiment dans 100 millième dessous. Et en même temps, toutes ces propositions, le fait que toi, ou vous, si je m'adresse aux auditeurs, ça crée une sorte de maillage. C'est quelque chose qui crée comme un filet en dessous de la personne qui la retient. Et elle s'en rend souvent compte beaucoup plus tard. Donc on fait pas tout ça en vain. Oui, et comme tu le disais tout à l'heure, c'est ça la difficulté, c'est de rester avec cette main tendue et d'être à l'écoute de l'autre tant que le chagrin perdure. Et parfois, c'est sur une durée qui peut nous paraître à nous extérieure au deuil, longue, voire trop longue, mais il s'agit pas de juger, mais d'être, comme tu le dis, dans ce soutien et ce maillage au fil du temps. Ce maillage au fil du temps avec des propositions qui peuvent se diversifier parce que c'est vrai que en priorité, on penserait aller voir un psy. Ces personnes ont peut-être besoin d'autre chose. Et je parle en connaissance de cause, puisque moi j'ai été dans un deuil chronique, dans un deuil qui n'en finissait pas suite au décès par suicide de cet homme. Et finalement, c'est une séance de chamanisme qui m'a sorti de ça de façon, je dirais, complètement inattendue. C'était un cadeau qu'une amie me faisait. Et comme c'était pas un cadeau que je pouvais refiler à quelqu'un puisque c'était elle qui me faisait la séance, c'est ça qui m'a aidée. Et donc ça, pour moi, ça fait aussi expérience, c'est-à-dire de se dire, j'aurais jamais été chez un psy, d'abord parce que à l'époque, on parlait beaucoup moins de deuil, C'était presque à 30 ans que ça s'est passé, j'avais 30 ans, donc je vais en avoir bientôt 60, donc ça remonte à pas mal d'années. Et donc, un psy classique, ça ne me disait rien, quoi. J'avais pas suffisamment confiance dans les collègues autour de moi, ou alors justement j'avais confiance mais je les connaissais trop bien. Et donc voilà, c'est un petit peu sur la porte de côté que je suis
arrivez à avoir une aide par rapport à ce deuil. Et ce qui, moi, fait expérience, c'est de me dire, ben voilà, pour les patients ou pour quand on est entourage d'un endeuillé, c'est qu'on peut avoir plus de créativité que seulement proposer le psy si la personne refuse le psy. Alors justement, toi, tu utilises différentes pratiques, dont l'EMDR et l'hypnose thérapeutique. Je te propose de nous concentrer sur l'hypnose parce que tu as développé une méthode très spécifique. Et déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que l'hypnose, parce que tout le monde n'est pas familier avec cette pratique, et en quoi elle est adaptée dans l'accompagnement du deuil? Alors, on peut faire évidemment beaucoup de choses en hypnose. Et quand moi je reçois quelqu'un pour un deuil, je ne fais pas que de l'hypnose. Par exemple, quelqu'un qui vient pour un deuil récent, on va pas tout de suite faire de l'hypnose, ou si on en fait, ça va plutôt être pour stabiliser l'humeur de la personne, pour lui donner un petit peu de sérénité. Mais par exemple, on va parler de qu'est-ce qu'on fait des effets personnels du défunt, par exemple. Parce que moi j'ai une patiente, elle voulait vendre directement sa maison. Moi, je veux pas que ce soit le chagrin qui décide. Je veux que ce soit la personne qui décide. Donc, dans ces cas-là, c'est important. Je trouve le rôle du thérapeute de temporiser et de dire bon, attendons, travaillons d'abord sur le chagrin pour voir si vous voulez vraiment vendre cette maison. Et cette dame, quand j'ai quitté la Belgique, a voulu me voir et pour m'embrasser et me remercier d'avoir temporisé parce que elle était tellement heureuse d'avoir gardé sa maison. Donc, je veux dire par là que c'est important de souligner pour moi, pour nos auditeurs, que une thérapie, c'est pas juste on va faire que de l'hypnose, je vais ouvrir la tête de la personne, le cœur de la personne, je vais enlever le chagrin et les mauvaises idées, je vais tout refermer et puis la personne va aller bien. C'est pas comme ça que ça se passe. Pour moi, je dirais, même chose en EMDR d'ailleurs, c'est que le cœur de ce type de séance, c'est ce que j'appelle la communication induite après la mort. C'est une technique qui a été aussi mise au point en EMDR par un monsieur qui s'appelle Alan Botkin aux États-Unis, parce que ce monsieur et moi, nous avons un peu le même parcours. C'est-à-dire que lui en EMDR, moi et en hypnose et en EMDR, eh bien, on a reçu des patients dans nos consultations et tout d'un coup, la personne vous dit « ma grand-mère est là » ou « mon père est là » ou « ma mère est là » ou « mon fils est là ». Alors, bon, on peut dire « ah, c'est bien ». Et puis, on peut aussi dire des choses comme « tiens, qu'est-ce qu'il a comme message à vous dire? Qu'est-ce qui fait qu'il est là ?» Et là, on se rend compte que, eh ben oui, les messages arrivent, sont des messages d'amour, des messages pour dire « je suis là, je continue à t'accompagner, tu n'es pas seul, je vais bien ». Et donc, c'était assez miraculeux pour moi de constater ça quand ces défunts donc s'invitaient eux-mêmes dans les consultations, parce que les personnes qui viennent pour un deuil, quand elles pensent aux défunts, elles sont mal, ça les fait pleurer. Et là, elles y pensent, enfin je veux dire, cette représentation-là ne les fait pas pleurer, ne les met pas dans les affres de la douleur, au contraire, ça les apaise, ça les rend plus sereines. Et donc je me suis dit, s'ils s'invitent dans les séances, pourquoi moi je ne les inviterai pas? Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire ces séances où j'invite les défunts. C'est un échange de bons procédés. Donc, tu as mis en place une technique finalement qui est reproductible pour induire ce contact volontairement. Alors, moi, je donne des formations en hypnose et bientôt, je vais commencer en EMDR sur cette technique-là. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un don particulier, n'importe qui peut le reproduire, mais peut-être pas avec n'importe qui. Donc, c'est vrai que c'est important de travailler d'abord sur les émotions, parce que les émotions très intenses, vont contrecarrer ces contacts. Et puis, c'est vrai, tout le monde n'est pas super doué pour l'hypnose. Donc, à ce moment-là, on peut faire plus le MDR. Mais bon, souvent, ceux qui ne sont pas hyper doués pour l'hypnose, pour ce type de séance, ça peut être aussi un peu compliqué. Donc, excuse-moi, mais quand tu dis hyper doué, ça veut dire quoi? C'est d'avoir une ouverture particulière? Mais c'est des personnes qui peuvent vraiment se déconnecter de la réalité extérieure pour rentrer dans leur, on peut dire leur imaginaire aussi, pour rentrer à l'intérieur d'elles-mêmes.
Hein, c'est ça que une personne qui dit «Ah mais pendant toute la séance d'hypnose, j'avais envie d'ouvrir les yeux, j'étais dérangée parce que mon nez me grattait, j'écoutais les voitures passer, je me disais tiens, j'ai oublié d'acheter du lait, je vais devoir acheter du lait quand je sors de la séance». Bon, ça peut être des mécanismes de résistance, mais donc il faut aussi un petit peu d'apprentissage à ce moment-là pour quand même lâcher prise par rapport à cette réalité extérieure, pour se focaliser à l'intérieur de soi. Justement, à propos des mécanismes de protection, est-ce que c'est une pratique qui peut être faite à tout moment du deuil, à toute phase du deuil? Est-ce que c'est toi, en tant que thérapeute, qui identifie à quel moment ça va pouvoir être possible? Oui, alors effectivement, l'hypnose peut aider dès le début du deuil, mais effectivement, on ne va pas faire n'importe quoi. Et moi, je fais pas ce type de séance juste après un deuil. Bon, d'abord, chacun a ses croyances. Moi, je me suis quand même forgé une conviction au terme des années de pratique, et donc moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose. Et j'ai l'impression que, d'après mes expériences, que les défunts ont aussi un job à faire, et donc je conseille de ne pas faire cette séance avant 6 mois, après le décès. Hein, donc je le fais pas déjà pour cette raison-là, et puis je le fais pas parce qu'il y a d'autres choses à travailler, comme je l'ai dit. Et puis je m'assure que la personne est à un bon état hypnotique. Hein, donc ce que je disais justement. Alors un bon état hypnotique, ça ne veut pas dire que la personne se souvient de rien. La personne, elle m'entend, elle m'écoute, parce que sinon la séance ne peut pas se faire. Donc elle est pas dans le coma, hein, mais c'est-à-dire elle peut vraiment être dans ses images internes et suivre ce que je lui dis, puisque moi je l'accompagne. Donc je vais pas le proposer avant que je pense que c'est le bon moment. Et le bon moment, c'est aussi quand on a déjà réussi à travailler les émotions. Hein, des émotions trop intenses, comme je disais tout à l'heure, vont bloquer le processus. Alors, il faut pas que tout soit enlevé, hein, sinon ça n'aurait pas d'ailleurs de sens de faire cette séance, parce que cette séance va justement, en général, nettoyer le reste, en tout cas beaucoup nous aider. Mais c'est vrai que s'il y a des grands sentiments de culpabilité, c'est quand même de grande tristesse, c'est important de diminuer un petit peu cette charge. Moi, je fais pas de ce qu'on appelle, ce que je pourrais appeler un one shot, c'est-à-dire des gens qui me téléphonent en disant voilà, je voudrais prendre le thé avec ma grand-mère qui est décédée il y a 20 ans, je voudrais venir chez vous pour la rencontrer. Ça, je fais pas. Moi, je suis thérapeute. J'ai rien contre les gens qui font ça, mais juste moi, mon titre, c'est thérapeute. Thérapeute, ça veut dire qui soigne, donc ça veut dire des gens qui ont vraiment besoin d'une aide par rapport à une souffrance, quoi, thérapeutique par rapport à ça. Et alors, je suis intriguée. Comment est-ce que tu conduis la personne endeuillée, sous hypnose, à avoir ce contact avec son défunt ou sa défunte? Comment ça se passe? Mais peut-être avant de répondre à cette question, je voudrais quand même dire que de tout temps, on parle de ces expériences que les personnes peuvent avoir, qu'on appelle le vécu subjectif de contact avec un défunt, c'est-à-dire que spontanément, les personnes peuvent avoir le sentiment que le défunt se manifeste, soit parfois dans les rêves, soit parfois visuellement, on voit le défunt, parfois c'est une sensation physique, hein, d'un toucher, ou quelqu'un dans le lit, par exemple, comme s'il y avait quelqu'un. Donc ça, c'est très fréquent, et par exemple, chez les veufs et veuves, c'est à peu près 50% des personnes qui relèvent avoir vécu ce type de situation. Pour les personnes qui ont perdu un enfant, c'est 75% des parents qui disent avoir eu cette sensation. Bien sûr, les gens n'en parlent pas parce qu'ils ont peur d'être pris pour des fous. Donc il y a ce type d'expérience, il y a l'expérience aussi de mort imminente, hein, les personnes qui sont dans le coma et puis qui ont été dans d'autres dimensions, qui ont traversé le tunnel, etc. Et puis il y a ces communications induites après la mort, il y a aussi la médiumité, il y a une sorte de continuum entre avant la mort, des sorties de corps aussi par exemple avant la mort, pendant la mort, donc les expériences de mort imminente, et après comme les communications, il y a une sorte de fil conducteur et le même fil en fait dans tout ça. Donc c'est des expériences qui existent depuis très longtemps, partout dans le monde, peu importe la culture, peu importe l'âge, les enfants ont aussi ce type d'expérience. Donc ça, je trouve que c'est quand même important de le signaler. J'en profite pour faire un court aparté parce que si le sujet intéresse les personnes qui nous écoutent, vous pouvez en savoir plus avec l'épisode 12 du podcast avec Evelyne Elzesser et l'épisode 19 avec Christophe Forêt. Alors revenons sur la communication avec les défunts qui finalement n'est pas nouvelle en fait. C'est quelque chose qu'on fait depuis
des temps immémoriaux. Hein. Je prends un exemple, c'est le psychomentum. Hein, c'est une technique qu'on utilisait chez les Grecs anciens. On faisait ça dans des temples. Hein. Alors il y avait des petites ouvertures, donc des petites fenêtres pour donner une lumière, mais très tamisée. Il y avait un baquet d'eau au milieu de la pièce. Et alors les gens faisaient des rituels qui ressemblent quand même assez fort à l'hypnose, hein, donc chantaient d'un ton monocorde, etc. avec des prêtres, et attendaient de voir dans le miroir de l'eau leurs défunts. Aujourd'hui, il y a des techniques qui sont basées sur le psychomentum, qui continuent à exister. Hein. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ce contact, c'est pas quelque chose qui est né de ma tête, c'est quelque chose qu'en fait, je n'ai fait que redécouvrir l'eau chaude dans la salle de bain, hein. C'est-à-dire que beaucoup de gens avant moi ont fait cette technique. Comment se passe la séance alors ? La séance d'hypnose commence comme toutes les séances d'hypnose, on appelle ça une induction, c'est-à-dire pour induire l'état hypnotique. Alors ça c'est en général très simple, ça peut être, on se concentre sur sa respiration, ou sur des images mentales, par exemple un bon souvenir, ou sur les sensations dans le corps. Souvent ce que je fais c'est un enracinement. Et puis, on laisse venir toute l'énergie terrestre à l'intérieur de soi. On se gorge de cette énergie qui peut sortir au-dessus de nous par le sommet de notre crâne. Ça va créer une sorte de cocon lumineux et dans ce cocon, on va appeler les défunts. Voilà. Donc, et c'est pas moi évidemment qui vois le défunt ou c'est pas moi qui ai une communication avec le défunt, c'est mon patient qui est là avec moi, qui communique directement avec son défunt. Moi, je suis là que juste pour accompagner, pour créer le contexte. Il y a d'autres façons de faire. Moi, je fais aussi parfois avec un arc-en-ciel où on passe de couleur en couleur et chaque couleur éveille un souvenir. Et puis, quand on est à la dernière couleur, quand on est dans le violet, bien dans le blanc qui est devant nous, on appelle le défunt. Alors on formule une intention avant. Voilà, donc c'est pas si compliqué à faire hein, quand les personnes ont des états hypnotiques satisfaisants, c'est-à-dire hein, qui peuvent se plonger dans leur imaginaire. Bon, alors, on va après travailler sur ces liens. Et ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai envie de dire parce que je trouve que c'est vraiment très très important. C'est qu'il y a énormément de gens qui pensent qu'on est en lien avec les personnes décédées par la tristesse. Hein, si je ne suis plus triste, ça veut dire que je vais oublier d'abord. C'est scandaleux parce que ça veut dire que je l'aime plus. Et puis je vais l'oublier. Eh bien non, en fait pour moi, le fait d'expurger la tristesse des liens qu'on a avec le défunt, ça va rendre plus fort et plus beau ce lien. Donc ce que je dis moi dans mes thérapies, c'est que faire le deuil, ce n'est pas dire au revoir, ce n'est pas dire adieu, c'est dire bonjour. C'est-à-dire c'est retrouver le défunt, c'est-à-dire parvenir à recréer cette relation intérieure. Donc ce que les auditeurs peuvent dire s'ils sont confrontés à une personne vraiment en détresse et que cette personne exprime le fait qu'elle doit rester dans cette tristesse pour rester en contact avec le défunt, eh bien c'est de leur donner cette métaphore suivante. Nous sommes en lien. D'ailleurs, il y a des mots, s'unir par les liens du mariage. On parle des liens d'attachement. Donc, ça veut dire qu'on a cette métaphore dans notre culture. Eh bien, nous sommes en lien, nous nous aimons. Et toi, Gaëlle, si tu as des enfants, eh bien, même si tes enfants partent très loin, en Australie en vacances, ou si tu as un partenaire qui part à New York pour une réunion d'affaires, et qui sont tout excités parce que très heureux de partir pour faire des vacances ou des affaires, tu vas être heureuse pour eux et tu ne vas pas souffrir. C'est-à-dire que qu'ils soient là dans la maison en face de toi ou qu'ils soient à 3000 kilomètres ou même à 10 000 kilomètres ou à 20 000, ça ne change rien. Parce que ce lien que tu as avec eux, il est fluide. Il peut s'étirer à l'infini, un peu comme un laser, hein. Un rayon laser qui peut... Voilà. Et en fait, quand on a une relation avec un endeuillé qui est douloureuse, c'est comme si ce lien s'était rigidifié. C'est comme si, en fait, au lieu d'avoir ce flux lumineux, c'était un gros tuyau en plastique. Alors, si toi et moi, on est liés par un tuyau en plastique, si je m'éloigne, ça m'arrache le ventre. Donc, ça veut dire que si je ne pense pas au défunt pendant un moment, eh bien, je me culpabilise et ça m'arrache le ventre.
Par contre, si je pense trop au défunt, c'est-à-dire si on se rapproche trop du défunt, hein, c'est comme si toi et moi on se rapproche, je vais prendre le tuyau dans le ventre et ça va me faire très mal. Et donc, pour moi, c'est pas de couper le lien, mais c'est de l'expurger de tout ce qu'il rigidifie. Et ce qu'il rigidifie, c'est la tristesse, c'est la colère éventuellement, c'est les remords, c'est la culpabilité. Et donc, c'est important de nettoyer ça. Et donc, c'est ce que je conseillerais aux personnes pour expliquer que c'est important d'aller voir un thérapeute. C'est d'aller voir un thérapeute qui est dans cette conception, bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui veulent pas aller voir un thérapeute parce que justement, elles ont peur de dire adieu, de couper le lien, et c'est pas ce qu'elles souhaitent. Et moi, ce que je dis, c'est que vous serez mieux en relation avec votre défunt. Parce que contrairement à ce qu'on croit, il y a des personnes qui pensent tout le temps, dans un deuil prolongé par exemple, un deuil chronique, ou dans un deuil traumatogène dont on a parlé tout à l'heure, les personnes elles pensent quasiment toute leur vie vigile, et même parfois quand elles dorment, elles pensent au défunt. Mais en fait, c'est pas parce on pense tout le temps au défunt que on a réussi à créer cette relation à l'intérieur. C'est bizarre, c'est paradoxal ce que je dis, mais c'est en fait quand on y pense tout le temps comme ça. Il y a une personne qui me disait hey, ma fille était comme collée à moi, j'arrivais pas à la détacher de moi. Et en même temps, cette dame n'avait pas le lien. Elle disait mais en même temps, elle était perdue, elle était nulle part et maintenant, elle est là. Elle dit d'ailleurs, je l'ai retrouvée. Donc, c'est vraiment pouvoir transformer ce que la personne vit en un lien qui l'unit au défunt et qui unit le défunt à elle de façon très tranquille, très apaisée et dans l'amour. C'est vraiment quelque chose qui ressort. Et donc c'est pour ça que je pense aussi d'ailleurs que ces séances de communication sont si fortes, c'est parce que les personnes, elles sentent qu'elles peuvent être en relation avec la personne qui est décédée dans la paix, dans l'amour et sans tristesse. Et puis ce qu'elles remarquent aussi, c'est que le défunt, il va bien. Parce que les défunts arrivent toujours en bonne santé, donc ils sont morts par exemple très malades, très amaigris, dans la souffrance, avec des rictus de souffrance, ou voilà, suicide. Il y a un monsieur dont je parle souvent qui a perdu ses 2 enfants qui ont été immolés par le feu par son ex-femme. Bon, on peut imaginer quelle représentation il peut avoir de ces enfants qui ont brûlé vivants. Eh bien, il a vu ses 2 enfants souriant, jouant, heureux de le voir. Ses enfants l'ont pris dans les bras. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens non plus d'être triste pour quelqu'un qui va bien. Enfin, je veux dire, bien sûr, ça n'enlève pas toute la tristesse. Il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais donc, du coup, ça change quand même un peu la donne. En plus aussi, par rapport à ce que je viens de dire, c'est qu'on peut garder des images un peu traumatiques, même si c'est pas un trauma en tant que tel, mais des images où l'autre a souffert, a eu peur de la mort, par exemple, et on garde ces images-là. Eh bien, en fait, là, on voit une personne âgée, elle est en meilleure santé, elle est jeune, handicapée, qui a plus de handicap, un malade qui pète la forme. Eh bien, ça rassure aussi. Et ce qui rassure aussi, c'est qu'on n'est pas seul. Parce que, je disais, dans les deuils traumatogènes, on se sent abandonné. Et donc là, en fait, le défunt, il vient te dire, mais je suis là, je suis avec toi. Je t'accompagne, je t'aime toujours. Et donc ça aussi, ça peut être rassurant. Alors, je vais pas dire que ces séances, elles font tout. L'hypnose, le MDR, ça fait pas le café. Donc, je vais dire, il y a aucune thérapie qui peut tout faire. Alors, sur les deuils anciens, on a souvent... j'ai envie de dire des guérisons minutes, d'une minute à l'autre, ça cesse de faire mal. Mais pour les deuils récents, ça va pas être le cas. Le manque, le fait que si on a perdu son enfant, on peut pas lui donner des bisous, on peut pas lui faire des câlins, on peut pas le prendre dans les bras. Bon, tout ça, est bien sûr, va manquer. Il faut pas. Mais ça va souvent redonner la motivation pour continuer à vivre. Tu disais que ça peut s'adapter aux deuils anciens. Est-ce que ça veut dire qu'on peut venir te voir pour des séances d'hypnose et profiter de cette pratique spécifique, même sur des deuils qui ont 10, 20 ou 30 ans, voire plus? Tout à fait. Je ne sais pas si tu as vu, je pense que tu étais au forum, donc tu as vu cette dame qui avait perdu sa fille depuis 32 ans. J'ai mis d'ailleurs son interview complet sur ma chaîne YouTube. Et elle raconte bien que pendant 32 ans, ça a été la descente aux enfers. Donc pendant 32 ans, elle a été en deuil et elle était négative sur tout.
Et ce qu'il a amené chez moi, elle a appris que sa fille lui a annoncé, puisqu'elle a eu 2 autres enfants. Donc elle a perdu un enfant à l'âge de 14 mois. Et donc elle avait 3 enfants, dont un qui est décédé. Donc les 2 autres ont grandi. Et un de ces 2 enfants, c'est une fille. Puis cette fille est devenue adulte et a annoncé à sa maman qu'elle était enceinte. Et la maman s'est écroulée. Or, elle aurait dû être joyeuse. Alors, quand je dis ça, c'est pas du tout moral. Je ne dis pas qu'on doit être joyeux quand on nous annonce une grossesse, mais bon, par rapport à sa personnalité, par rapport à tout ça, elle aurait dû être heureuse, et donc c'était d'autant plus étonnant sa réaction. Et donc c'est son ostéopathe qui l'a envoyée chez moi. Elle comprenait pas très bien pourquoi. Et en fait, bien sûr, ça a activé encore davantage ce deuil, mais qui n'avait jamais cessé. Et elle, par exemple, c'est en quelques séances, mais particulièrement cette séance de rencontre, où ça a été complètement magique. Et elle avait un petit hôtel où elle avait laissé des jouets de sa fille dans le salon. Elle est rentrée, elle a tout balancé parce que ça n'avait plus de sens. En plus, sa fille lui apparaît plutôt comme une femme de 20 ans. Hein, elle en aurait d'ailleurs davantage. Donc c'est pas lié à quelque chose de réaliste, hein, parce que je sais pas, moi, elle aurait eu une trentaine d'années. En fait, elle apparaît à l'âge de 20 ans. Hein, donc c'est comme si on pouvait décider de l'âge auquel on apparaît. Et donc, évidemment, des jouets d'enfants pour une fille de 20 ans, ça n'a pas de sens. Et elle a tout balancé, parce qu'elle disait aussi, je n'en ai plus besoin. Elle est là, j'en ai plus besoin, je sens qu'elle est là. Donc oui, les deuils peuvent durer extrêmement longtemps. Et par exemple, pour reparler d'elle, c'est quelque chose qui était constaté par son entourage. Et son mari, d'ailleurs, quelques semaines après, est venu me remercier, m'a téléphoné pour me remercier, parce que les mots exacts qu'il m'a dit, c'est « Merci de m'avoir rendu ma femme que le deuil m'avait volée depuis 32 ans ». On peut avoir vraiment des choses qui sont absolument incroyables. Et ce serait quoi cette partie à laquelle on se connecte avec le défunt ou avec laquelle le défunt se connecte à nous? Comment tu l'expliquerais? En fait, si on prend l'idée qu'il y a une partie de nous qui ne dépend pas de notre cerveau, cette partie, elle est là quand on est vivant. Et donc, tu as des gens qui sont capables de sortir de leur corps, hein, comme Nicolas Fraisse, qui sort de son corps, de son vivant. Donc là, on peut se dire, c'est la partie qui ne dépend pas de son cerveau qui est capable d'aller se balader. Même chose quand il y a des personnes qui n'ont pas d'expérience de mort imminente, mais pendant une opération, ils vont se balader dans la salle d'opération, dans les couloirs, dans le bureau des infirmières. C'est cette partie-là de leur vivant qui est capable de se détacher parce que une partie d'eux fonctionne au ralenti ou en tout cas est mise en veilleuse. Et donc, dans l'hypnose, c'est aussi une des choses qu'on peut faire, c'est-à-dire que la personne, elle va mettre cette partie plus critique aussi en veilleuse, et ça va autoriser un autre type de fonctionnement. Donc, dans ce fonctionnement-là, elle peut peut-être, si on prend les théories quantiques, les théories des cordes, etc., où le temps n'existe pas, etc., ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose où on peut se balader et rencontrer cette partie de la personne, mais qui peut être vivante ou décédée. Donc, par exemple, même dans les VSCD, une dame qui me disait que son fils lui disait « je rentre ». Elle l'a vu dans l'entrebâillement de la porte, et en fait, elle pensait qu'il allait revenir de Syrie. Et en fait, non, il était mort. Elle a appris donc le lendemain qu'il était décédé. Mais donc, ça veut dire que même la personne peut avoir une confusion sur est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il est vivant. Alors pour les personnes qui nous écoutent et pour lesquelles ce dont tu parles, l'arc-en-ciel, le cocon, la sortie par le haut de la tête, etc., peut paraître complètement fou, je rappelle que tu es une thérapeute à la pratique ancrée dans une approche académique depuis des décennies, et que le processus que tu proposes est vraiment très sérieux. Cela dit, qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui considèrent que les patients sous hypnose imaginent ce qu'ils veulent voir ou percevoir? En fait, c'est juste leur imagination qui fait le boulot. Oui, alors, plusieurs choses. C'est vrai que moi, je viens d'un système académique, puis je travaille dans 2 universités, une en France, à Metz, et l'autre en Belgique, à Bruxelles.
Et donc, oui, j'espère quand même que je suis quelqu'un de sérieux. C'est vrai que je pense que les gens ont quand même tendance à se méfier d'une façon générale. Soit ils sont très en demande de ça, soit au contraire très dans la méfiance. Je pense que quand même il y a des raisons d'être méfiants. Il y a des charlatans et puis comme je dis, il y a aussi beaucoup d'opportunistes, de gens qui vont se dire chaman après 4 jours de formation en chamanisme et qui vont faire de la communication avec les défunts. Donc si les personnes s'orientent vers ce genre de thérapie, quand même de bien se renseigner chez qui ils vont. Ça, c'est une chose. Alors la deuxième chose, oui, effectivement, par rapport au fait qu'on puisse douter, moi, ça ne me pose vraiment pas de problème. Je n'ai pas de certitude. Je ne sais pas, je constate. Alors, ce que je peux dire par rapport à ça, pourquoi moi, au fil du temps, je me suis forgé ma conviction, mais je n'essaye pas, je ne fais pas de prosélytisme, je dis juste mon point de vue là où j'en suis arrivée dans ma vie, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent voir leurs enfants, par exemple, décédés même spontanément, ce vécu, et qui n'ont pas ce contact. Donc, si c'était juste la volonté, tout le monde aurait ce contact. Et puis une chose qui, moi, je trouve est troublante, c'est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les défunts qui apparaissent dans cette séance, ça ne soulève pas les émotions négatives, au contraire, ça soulève des émotions positives et parfois avec des guérisons miraculeuses. Bon, ça, la pensée créatrice, je ne sais pas trop. Et j'ai aussi eu des défunts qui sont venus avec des messages dont l'endeuillé était pas au courant. Donc, par exemple, ça m'est arrivé 2 fois où un défunt a dit à l'endeuillée qu'elle avait un cancer du sein, qu'il fallait aller consulter. Dans les 2 cas, c'était vrai. Une fois, c'était un défunt qui vient dire où est cachée une clé d'un coffre. Une fois, c'était où était rangé un dossier dans la maison du défunt. Donc ça, c'est quand même des choses assez surprenantes. Aussi, un secret de famille qui concernait une tante, dont l'endeuillé n'avait aucune idée. Et donc la mère, donc la sœur de la fameuse tante qui est venue de donner le secret de famille, a dit que c'était effectivement exact. Donc peut-être que c'est de la pensée créatrice, mais je pense que les personnes qui n'ont pas de contact avec leurs enfants ne sont pas des personnes qui manquent de créativité ou qui manquent d'imaginaire. Donc, je ne sais pas. Alors peut-être que mes explications sont farfelues quand je dis que c'est un défunt qui se présente. Et pour moi, ça n'a pas d'importance. En fait, oui, c'est intéressant et j'aimerais bien évidemment avoir le fin mot de l'histoire. Mais ce qui compte le plus, c'est certainement l'efficacité d'une méthode. Et donc, c'est ce que moi je mets en avant. Donc, bien entendu, quand les patients viennent chez moi en thérapie, il y en a des tas qui ne croient pas à ça. Et je leur dis, qu'est-ce que vous avez à perdre? Et c'est vrai, quand quelqu'un est dans la détresse, qu'est-ce qu'il a à perdre? Et puis je lui dis, vous voyez le mur derrière moi? Parce que mon fauteuil est juste devant le mur. Ils me disent oui. Moi, je le vois pas puisque je suis tournée vers eux. Alors je leur dis, et moi je vous dis que je n'y crois pas, vous le voyez quand même? Oui. Et si moi je me retourne maintenant, est-ce que je vais voir le mur? Oui. Je dis, voilà. Vous allez faire une expérience et puis c'est tout. Et donc, je n'essaye pas de convaincre les gens que c'est une vraie communication. Mais ce qui va changer après pour le patient, entre avant la séance et après la séance, c'est qu'ils ont fait cette expérience. Et que c'est souvent très fort. Par exemple, ce papa dont je parlais, dont les 2 enfants étaient tués, en fait, il croyait pas du tout à quelque chose après la mort. J'ai fait aussi une séance avec une dame qui déteste en plus les psys. Parce qu'elle a une fille qui est schizophrène et donc qui est adulte, mais donc elle a vu des psys pendant des années et ça n'a pas aidé vraiment la famille ni sa fille. Et elle ne croit pas qu'il y ait quelque chose après la mort. Son mari est venu, l'a pris dans les bras. Alors elle se culpabilisait beaucoup parce que elle n'avait pas été très sympa en fin de vie. Son mari était quelqu'un de très fort et avec la maladie était devenu bien sûr beaucoup moins fort et donc elle le houspillait. En fait, elle était très en colère contre la maladie, mais bien sûr, cette colère, c'est son mari qui la prenait. Et donc elle se sentait très coupable. Et alors j'ai dit, mais dites-lui, qu'est-ce qui se passe? Et alors en fait, elle a vu son mari simplement lever les yeux au ciel en disant, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est vraiment pas important, je sais que tu m'aimes. Et ça a complètement apaisé.
Et donc, quelques jours après, elle m'a téléphoné pour me dire, mais vous voyez, je voyais rien du tout parce que c'était pas téléphone. Mais elle me disait, voyez, là, je suis assise. Et là, c'était plus possible de m'asseoir là parce que c'était la table où je déjeunais, où je mangeais avec mon mari. Donc, il se mettait en face et je pouvais plus m'asseoir à cette table. Elle a pu retravailler au jardin. Enfin, elle a pu refaire des tas de choses, notamment les dossiers de succession, etc., ce qu'elle n'avait pas été capable de faire pendant les 8 mois. Donc, les croyances de la personne n'impactent pas le parcours de ce qui peut se passer. Finalement, ce qui est le plus embêtant, c'est les personnes qui ont très très envie, qui parce que là on est du côté de la volonté, donc du côté de quelque chose de plus conscient, donc cette partie qui dépend plus du cerveau, et donc ça empêche un petit peu l'autre partie de prendre plus de place, que les psys appellent l'inconscient. Alors que peut-être c'est peut-être aussi le grand sage, quelque chose, l'âme, ou je sais pas. Ce qui est embêtant aussi, c'est quand les gens ont vraiment des croyances, finalement, des croyances dans une après-vie, dans un cycle de réincarnation très ancré. Ça peut être aussi un obstacle parce que les personnes ont une idée précise de comment ça doit se passer. Et l'idée, c'est de laisser le processus se faire. Donc j'ai eu par exemple un monsieur très très catholique, pratiquant, etc. Alors lui, c'est devenu complètement de façon impromptue, donc il n'est pas parti avec une idée préconçue, mais par exemple, il a vu son frère, et en fait, son frère était donc auprès de Dieu. En fait, il s'était vu descendre dans le cercueil, dans la tombe de son frère, et donc il était extrêmement angoissé. Ça s'était passé dans un de mes séminaires, et donc je l'ai pris après à part, et je l'ai accompagné, on est retourné dans la tombe de son frère. Et là, s'est ouvert une sorte de porte, où il y avait une lumière très très forte, mais qui n'était pas aveuglante, et son frère lui a dit qu'il était là. Donc il a entendu, puis son frère lui a dit, bon, maintenant c'est pas le moment pour toi tu dégages, hein, tu retournes chez les vivants, voilà. Et donc il n'a pas vu auprès de Dieu, assis à sa gauche ou à sa droite, ou les anges ou quoi que ce soit. Il a vu cette lumière, c'est tout. Mais c'était évidemment... Après, il me disait, mais je peux raconter ça à ma maman, parce qu'en fait, il était persuadé que son frère était en enfer. Et donc, le message de son frère, c'est, je suis pas dans la tombe, je suis là, dans la lumière, et je suis pas en enfer. Donc, ça a été très, 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 très fort pour lui comme séance. Mais imaginons qu'une personne qui ait des idées très préconçues sur comment est le paradis ou comment est l'enfer, et surtout s'il est persuadé que son frère est en enfer, il peut se suggestionner pour se dire, voilà, je vais voir l'enfer. Bon, ici, c'est arrivé vraiment de façon pas du tout attendue. On était tout à fait sur autre chose, pas du tout sur le deuil, pas du tout sur ça. Donc ça, c'est plus les obstacles. Mais le fait de pas y croire à ce type de séance, ça ne joue pas du tout. Tu disais que cette approche, tu l'avais plutôt pour les deuils compliqués, mais peut-être que ça peut être proposé finalement à des personnes qui vivent un deuil plus normal, comme on le disait au début. Est-ce qu'on peut aller voir quelqu'un en hypnose juste pour essayer d'avoir ce contact avec un défunt? Est-ce que tu le recommandes ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de personnes endeuillées qui vont voir des médiums pour entrer en contact avec leurs défunts, donc ça se mélange un petit peu finalement. Ah, tout à fait, hein. Donc moi, je connais des médiums complètement extraordinaires. Henri Vigneault, j'ai rencontré... c'était tellement bluffant, mais vraiment hallucinant. Bon, moi j'ai eu moi-même en thérapie un médium qui venait à cause de ses dons de voyance, mais parce que c'était très lourd à porter pour lui, qui me disait chaque fois des choses. Alors, je disais, mais on est là pour vous. Oui, mais on me dit que c'est très important. Je dis, bon, on travaille pour vous, vous me direz ça à la fin de la séance. Donc j'ai vraiment été confrontée au fait que il y a des médiums complètement extraordinaires. La différence, c'est que c'est le médium qui entend et qui dit à la personne. Alors, c'est souvent très percutant parce que quand on a un excellent médium comme Florence Hubert, comme Henri Vigneault, qui peut dire des choses, par exemple, je sais pas moi, un petit objet que la personne aimait particulièrement, ou le petit nom dont le défunt appelait l'endeuillé, des choses très précises comme ça, c'est clair que la personne à ce moment-là est convaincue que le médium a eu un contact et donc il y a quelque chose qui continue à exister, que donc ce défunt, il est toujours là près d'eux. Mais en hypnose, là, ou en EMDR, la différence, c'est que c'est la personne elle-même qui a ce contact. C'est pas moi qui sert de canal et qui dit. Et ce qui est compliqué aussi, je pense que ça doit être parfois pas facile pour les médiums, c'est que les défunts ne s'expriment pas toujours avec des mots. C'est parfois comme
le concept passe directement dans la tête, et donc ça, les endeuillés disent que ce contact, c'est parfois comme presque les cerveaux, c'est directement on sait, mais donc c'est parfois difficile à traduire en mots. Pour la personne qui le vit, c'est très fort, et je suppose que c'est moins fort quand c'est traduit que quand c'est vraiment vécu. Mais les médiums que moi je connais, que j'ai connus, en fait, la plupart des personnes qui vont voir un médium n'ont pas besoin de revenir régulièrement. S'ils ont besoin de venir régulièrement, et ça n'est pas arrivé, mais s'ils devaient aussi faire cette demande répétée par rapport à moi, c'est que le deuil est pas réussi. Donc un deuil réussi, ça veut pas dire qu'on n'a plus jamais de peine. Ça, il faut oublier. Parfois c'est vrai, parfois c'est le cas, mais c'est pas toujours vrai. Pour moi, un deuil qui est vraiment terminé, c'est une personne qui arrive à avoir à nouveau ses rôles, comme par exemple, je disais, parents ou professionnels, ou voilà. C'est des personnes qui peuvent se projeter avec plaisir, donc où ils estiment que l'avenir est plein de promesses. Et c'est des personnes qui n'ont pas tout le temps des pensées intrusives, négatives du défunt, par exemple de le voir souffrant, ou chaque fois que ça soulève beaucoup d'émotions négatives. Donc bien sûr, les personnes peuvent penser au défunt, mais que ça ne soulève pas tout le temps plein d'émotions. Alors bien sûr, il y a des moments où, je sais pas, la fête des mères, la Noël, l'anniversaire, etc., où on peut avoir plus de tristesse, et c'est pas pour ça que le deuil n'est pas réussi. Donc pour moi, un deuil réussi, c'est ça. Mais ça veut dire que dans ce deuil réussi, la personne a réussi à recréer ce lien avec le défunt à l'intérieur d'elle. Si j'ai besoin d'aller voir tout le temps le thérapeute qui va me mettre en communication, si j'ai besoin d'aller voir le médium, c'est toujours comme si je gardais à l'extérieur le défunt, comme si ce lien, il était de moi à lui, mais lui à l'extérieur de moi. Et donc là, c'est vraiment encore quand on est dans cette phase de recherche où on recherche dans la réalité extérieure cette relation au défunt. Et donc pour moi, un deuil réussi, c'est quand aussi cette relation, elle est interne. Alors, on approche de la fin de l'épisode. Est-ce que tu aurais des choses à ajouter pour les personnes qui nous écoutent sur ce deuil compliqué pour peut-être avoir une plus grande acuité ou pour mieux accompagner ? Peut-être des choses qui ont été dites probablement dans d'autres émissions, c'est de rester présent plutôt que de dire si tu as besoin de moi, tu m'appelles, c'est de dire je vais venir chez toi, tel jour, est-ce que ça t'arrange? Et puis on arrive par exemple le mercredi, tiens voilà, est-ce que tu veux que j'aille te faire des courses, est-ce que tu veux que je te fasse à manger? C'est d'être là quoi, c'est pas dire si tu as besoin tu m'appelles, parce que quelqu'un qui est endeuillé, qui a pas d'énergie, il va pas appeler. Il est souvent dans le repli, donc alors si la personne arrive à appeler, chapeau, ça veut dire qu'on est avec des personnes qui peuvent demander de l'aide, donc ça c'est extrêmement positif. Mais justement, si on s'enfonce, c'est souvent pour ça. Donc je sais pas, c'est dire voilà, vendredi je pourrais pas passer longtemps, mais je viendrai juste apporter un potage. C'est des petits gestes comme ça qui vont rester. Une autre chose, c'est de parler du défunt. Alors peut-être pas tout le temps, mais les gens disent souvent oui, mais alors il va pleurer, ça va lui faire du mal. Moi j'ai peur de ça. Alors je crois que la peur elle est plutôt du côté de la personne qui accompagne plutôt que du côté de l'endeuillé, parce que l'endeuillé, s'il pleure dès qu'on lui demande me dis-moi est-ce que ça va, tu penses encore beaucoup à je sais pas Renaud, voilà. Si elle pleure dès qu'on prononce le nom de Renaud, c'est simplement qu'on lui donne l'autorisation de pleurer. C'est-à-dire que on va pas réveiller une peine qui est dans les tréfonds. On fait juste une autorisation. Enfin, c'est ça qu'on formule en fait avec cette question-là. Et donc, oui, quand la personne pleure, oui, c'est tragique ce qui s'est passé, etc. Donc, simplement mettre une main sur l'épaule, si on peut, qu'on est plus intime, prendre dans les bras, et voilà, accueillir cette peine-là. On croit tout le temps qu'on doit faire quelque chose quand une personne est en détresse. Alors oui, simplement être là. Et c'est ça qui va rester. La personne plus tard, elle va vous dire merci en disant t'as été patiente avec moi, t'étais toujours là. Il y a tellement qui ont tourné le dos. Et les gens, quand ils tournent le dos, c'est pas parce que ils en ont rien à faire. C'est souvent parce que c'est trop douloureux pour eux, ou parce qu'ils sont mal à l'aise, ils savent pas comment réagir.
Et donc, oui, c'est vrai qu'on est aussi souvent maladroit hein, quand on dit, mais tu dois penser à tes autres enfants, hein, il faut tourner la page. Voilà, et peut-être aussi, on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais il y a des deuils qui sont pas reconnus socialement. C'est, par exemple, le deuil d'un ex. Mais tu vas pas quand même continuer à pleurer pour ce con, hein, il t'a fait souffrir pendant 10 ans, ça faisait 2-3 ans que tu étais séparé de lui, tu vas pas quand même pleurer pour lui, comme si on n'avait pas le droit hein, d'être triste, ou je sais pas, quelqu'un qui était délinquant. Bah, si je prends un extrême, c'est les terroristes. Hein. Il y a une des mamans qui disait, mais bon, voilà, vous parlez de terroristes, mais moi c'est mon enfant. Hein, donc c'est-à-dire qu'on a empêcher ces personnes de faire le deuil parce que en fait c'est le deuil d'une crapule. Si on est dans l'entourage proche, que la personne était alcoolique, qu'elle était toxicomane, c'est de pouvoir accueillir ça et d'abord d'entendre la souffrance d'une mère, d'un père, d'un frère, plutôt que de se positionner du côté grand public et de dire oui mais enfin quand même hein, c'était un délinquant, c'était quelqu'un qui a rien fait de sa vie, il n'était pas agréable. C'est d'être à l'écoute, d'être là. D'accord. Pour les auditrices et les auditeurs qui souhaiteraient être mis en contact ou trouver un thérapeute ou une thérapeute que tu aurais formé à ta méthode, où est-ce qu'ils peuvent s'adresser? Est-ce qu'il y a un annuaire? Alors j'ai fait un petit annuaire, mais bien sûr c'est que les personnes qui souhaitent y être qui y sont. Et c'est évidemment principalement dans les endroits où je donne cours. Alors bon, heureusement, je donne quand même un petit peu cours dans différents endroits en France, mais enfin, il y a des zones de la France que je ne couvre pas. Donc, j'ai fait sur mon site une liste de praticiens spécialisés dans le deuil, mais donc dans la communication induite après la mort. Donc, mon site, c'est www.résilience-psy.com. Vous pourrez retrouver ces informations dans le descriptif de l'épisode. En tout cas, merci beaucoup pour cette conversation très enrichissante, Evelyne. Merci à toi, Gaëlle. Avant de nous quitter, je vous propose de retenir 4 clés. La première clé, parmi les facteurs qui peuvent engendrer un deuil compliqué, il y a la fragilité de l'endeuillé, les circonstances inhabituelles du décès, les conditions tragique du décès, ainsi que le manque de rituel. La deuxième, une personne qui traverse un deuil très profond va avoir tendance à tout refuser, mais même dans ces circonstances-là, il faut continuer à être présent à ses côtés. La troisième clé, entrer en contact avec un défunt par l'hypnose permet d'apaiser chagrin et souffrance. Et la quatrième clé, pour favoriser le contact induit avec un ou une défunte, laissez de côté croyances, volontés et idées préconçues pour vous ouvrir à tous les potentiels. À bientôt! Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux préférés. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. Et ça a l'air de rien, mais en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et en donnant un avis, ça aide à le faire connaître. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur le site ainsivalavie.fr et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt!